Je m'appelle Jerry Smith, et je suis un type tout ce qu'il y a de plus banal. Je mesure 1,75 m et pèse 70 kg. Mes cheveux sont châtains et mes yeux marrons. Au lycée comme à la fac, mes notes étaient tout à fait dans la moyenne, ni exceptionnelles, ni catastrophiques. Physiquement, je suis plutôt en forme pour mon âge, c'est-à-dire 42 ans. Actuellement, je suis cadre moyen pour une chaîne de magasins de vêtements nationale. J'ai grandi dans un quartier difficile où ma taille relativement modeste m'a souvent placé dans des situations délicates. À l'époque, si vous montriez de la peur ou si vous reculiez, vous finissiez en bouillie. Alors, je ne me suis jamais permis de paraître faible. Parfois, je me suis retrouvé du mauvais côté de la bagarre, mais la plupart du temps, c'était moi qui distribuais les coups. Avec le temps, de moins en moins de gens venaient me chercher des noises. Malgré tout, j'ai continué à m'entraîner dans une salle de boxe, une habitude que j'ai abandonnée il y a une dizaine d'années seulement. Certains de mes amis et moi avons également tâté aux arts martiaux mixtes. C'était un hobby intense et exigeant, mais c'était le seul que j'avais. Je suis marié à Joanne, qui a également 42 ans. C'est une brune d'1,67 m, de corpulence svelte et au visage d'une beauté saisissante. Nous nous sommes rencontrés en première année à la fac. Joanne suivait des études de droit, mais nous partagions 2 cours. Au début, nos échanges se limitaient à des conversations banales. Finalement, ces discussions se sont transformées en une relation amoureuse. Joanne était l'une des étudiantes les plus populaires de l'université. Tous les membres des fraternités semblaient vouloir attirer son attention, mais elle parvenait à garder ses distances, du moins c'est ce que j'observais. Dès notre 2e année, nous étions officiellement un couple stable et notre lien s'est renforcé. C'était sa première relation amoureuse sérieuse, et la mienne était presque aussi nouvelle. Nous sommes restés ensemble jusqu'à l'obtention de notre diplôme. Ensuite, elle a été admise à la faculté de droit de l'État, tandis que j'ai commencé à travailler comme guichetier dans une banque locale. Nous nous sommes mariés cet été-là, juste après la fin de nos études. Notre relation s'est épanouie, avec une vie sexuelle saine et passionnée. Joanne aimait explorer les techniques et les positions amoureuses à travers des livres, et nous avons mis plusieurs de ses découvertes à l'épreuve. Nous nous sommes adonnés à divers jeux de rôle. Certains soirs, je jouais le rôle d'un professeur, tandis que d'autres fois, elle se faisait passer pour une pom-pom girl ou une séductrice sophistiquée. D'autres soirs encore, j'étais un cambrioleur ou même son coiffeur. Nous avons expérimenté les nuits nues, où nous restions dénudés pendant certaines périodes. Au lit, Joanne était la partenaire la plus dominante. Nous avons essayé différentes positions et utilisé une variété de parfums pour pimenter nos expériences. Il a fallu 3 ans à Joanne pour terminer ses études de droit. Pendant ce temps, mon emploi à la banque nous a aidés à subvenir à nos besoins. Joanne était exceptionnellement intelligente et a terminé major de sa promotion. On lui a offert un poste prestigieux dans un grand cabinet à Washington DC, et elle était impatiente de l'accepter. J'ai commencé à chercher des opportunités dans la région et j'ai obtenu un poste de directeur d'agence dans une banque. Nous avons déménagé à Washington, en louant un appartement près de son bureau. Pour me rendre à mon travail en banlieue, je prenais soit mon vélo, soit les transports en commun. Nous n'avions pas de voiture. La première année à Washington a été difficile. Joanne travaillait des heures exténuantes, souvent 65 à 70 heures par semaine, parfois plus. J'avais des horaires plus courts, ce qui me laissait le temps de préparer les repas, de faire la lessive et de maintenir l'appartement propre. Bien que nous gagnions à peu près le même salaire, le sien avait le potentiel d'augmenter chaque année. Bien que nous nous en sortions bien financièrement, notre relation personnelle a commencé à en souffrir. Nous n'avions de relations intimes qu'environ 2 fois par mois, et quand c'était le cas, l'intensité qu'elles avaient autrefois avait disparu. Progressivement, Joanne a commencé à rentrer de plus en plus tard du travail. Le dîner, que je préparais, finissait souvent par refroidir. Même lorsque je retardais le moment de le servir, il restait intact. Cette situation m'a incité à réfléchir plus profondément à notre relation, en particulier à son rôle dans celle-ci. J'ai essayé d'imaginer à quoi pouvait ressembler sa vie professionnelle. Elle parlait rarement de son travail à la maison. Elle faisait partie d'une équipe d'avocats et d'assistants juridiques qui s'occupait d'une importante fusion d'entreprises. À l'approche de la date limite de la fusion, elle semblait encore moins présente. Un vendredi, j'ai décidé de lui faire une surprise pendant sa pause déjeuner. Sachant qu'elle n'aimait pas manger seule, j'avais prévu de l'emmener déjeuner rapidement dans un endroit à proximité. Je suis arrivé à midi,
mais sa secrétaire m'a informé que Johan avait pris toute la journée de libre. Était-elle allée au tribunal? Pas exactement. Il semble que son groupe soit sorti déjeuner, probablement chez Ciceroès. L'attitude de la secrétaire laissait transparaître un certain malaise lorsqu'elle parlait. Bon, ce n'est qu'un déjeuner, me dis-je. Pourquoi prendre toute la journée de libre? Peut-être qu'elle rentrera tôt ce soir. La secrétaire a évité mon regard. Peut-être. Sa réaction indiquait son malaise, alors je lui dis simplement au revoir et la remerciai. À plus tard. En sortant, je me suis dirigé vers la station de métro située en face du restaurant Ciceroès. J'avais acheté un sandwich au thon et au fromage et me suis installé dehors pour observer la rue. Environ 1 heure plus tard, Johan est sorti du restaurant, accompagné d'un groupe de personnes. Parmi elles, il y avait une autre femme, Lydia, dont je me souvenais des réunions de quartier. 3 hommes les accompagnaient. 2 d'entre eux semblaient avoir une trentaine d'années et étaient d'une stature particulièrement imposante. Le 3e homme paraissait plus âgé, avec des cheveux grisonnants et une corpulence plus mince. J'ai supposé qu'il s'agissait de Paul Dorgan, le chef de service de Johan à la firme, bien que les 2 autres hommes m'étaient inconnus. Johan était positionné entre les 2 hommes les plus jeunes. L'un avait les cheveux noirs, tandis que l'autre arborait une chevelure châtain clair et une barbe. Il se pouvait que je les ai croisés lors d'une soirée, mais je n'en étais pas certain. J'ai traversé la rue pour les intercepter. L'homme aux cheveux noirs avait son bras passé autour de la taille de ma femme. Elle n'a fait aucun effort pour s'éloigner. J'ai accéléré le pas pour les rattraper par derrière et j'ai doucement tapoté Johan sur l'épaule. Se retournant pour voir qui c'était, elle a dit « Oh, Jerry, qu'est-ce qui t'amène ici ?» L'homme gardait son bras autour d'elle alors même qu'elle me faisait face, et il semblait irrité. Johan s'est écarté de lui. « Fred, voici mon mari, Jerry. Vous vous êtes peut-être rencontrés au pique-nique, a mentionné Johan, les joues rouges. » Les 3 autres individus semblaient également mal à l'aise. Paul Dorgan s'est approché et m'a tendu la main. « Jerry, je suis Paul. Je me souviens de vous du pique-nique. Vous jouiez au softball, ai-je répondu en lui serrant la main tout en gardant mon attention sur Fred. Il mesurait plus d'1,80 m et était impressionnant de carrure. J'ai effectivement joué au softball, et oui, c'était au pique-nique, mais je joue surtout au baseball, ai-je ajouté, continuant à fixer du regard Fred, qui m'a rendu mon regard. Fred, peut-être devrions-nous régler ça tout de suite, ai-je déclaré. Il a hésité, et Paul s'est interposé avant qu'il ne puisse répondre. Jerry, calme-toi. Nous étions juste sortis déjeuner. L'accord de fusion est enfin finalisé, et nous étions en train de faire une petite fête. Nous sommes en train de rentrer. Je crois que Fred s'est un peu trop emballé, a interrompu Johan, reprenant ses esprits. Jerry, j'espère que tu n'as pas l'intention de faire quelque chose que tu vas regretter. Fred a peut-être simplement un peu trop profité de la célébration, a-t-elle ajouté. J'ai maintenu mon regard sur Fred, qui n'a pas rompu le sien. J'ai esquissé un léger sourire. Ses poings étaient serrés à blanc. Il était aux aguets, prêt à se battre. J'attendais, anticipant le moment. J'étais complètement imperturbable. Les confrontations physiques étaient quelque chose que j'appréciais véritablement. La situation pouvait dégénérer à tout instant. Le compagnon barbu de Fred l'a alors tiré en arrière par derrière. Fred a tenté de résister, mais Paul a aboyé, arrête ça maintenant. Emmène-le, Bill. Fred a finalement cédé et a laissé Bill l'emmener. À ce stade, une petite foule s'était déjà rassemblée. Johan s'est positionné entre moi et ses collègues de travail. Jerry, il n'y a pas lieu de s'inquiéter ou de se fâcher. Il ne s'est rien passé, a déclaré Paul. Johan, tu devrais envisager de prendre le reste de la journée. Rentre à la maison avec ton mari. Il ne reste pas grand-chose à faire aujourd'hui, et demain est un nouveau départ, a suggéré Paul. D'accord. Merci, Paul. Elle a ensuite dit, allez, Jerry, allons faire une promenade. Je dois admettre que je suis assez déçu. Je vais devoir aller à la salle de sport plus tard, ai-je fait remarquer. Néanmoins, je suis parti avec elle. Nous nous sommes dirigés vers notre appartement, qui était dans la direction opposée à son bureau mais dans la même direction que le groupe avait initialement emprunté. Quand ils ont quitté le restaurant, les 4 autres ont repris le chemin de Ciceroès et de leur lieu de travail. Pour moi, ce geste était significatif.
Johan et moi avons flâné dans la ville pendant environ une demi-heure. Nous avons à peine parlé en rentrant chez nous et sommes entrés dans notre résidence. Je nous ai apporté de l'eau. Je me suis assis sur le canapé, et elle s'est assise en face de moi sur une chaise de salle à manger. C'était un appartement compact. J'ai dit, alors, raconte-moi ce qui s'est passé. Toute l'histoire. Il n'y a vraiment pas grand-chose à raconter. Tu tires des conclusions hâtives. Il a juste passé un bras autour de moi, a-t-elle répondu. Il y a plusieurs problèmes avec cette explication, et je suis sûr que tu en es consciente. Vous me mentez tous les deux et vous sous-estimez mon intelligence. Je ne suis peut-être pas avocat, mais je ne suis pas naïf. Arrête de me mentir. Son expression s'est durcie, et elle est restée silencieuse. Mais sa respiration s'est accélérée de plus en plus. Calme-toi et explique-moi ce qui se passe. Je sais que tu as pris le reste de la journée de travail. Je vous ai tous vus partir. Et surtout, Fred semblait prêt à se battre contre moi. Il était sur le point de me frapper là, dans la rue. Si Bill ne l'avait pas retenu, nous nous serions battus là. Je crois donc qu'il a des sentiments forts pour toi, des sentiments qui le rendent hostile envers ton mari. Elle s'est mise à pleurer doucement, ses sanglots retenus. Nous avons tous tellement travaillé. Nous avons développé des liens étroits. Fred et moi avons exceptionnellement bien collaboré. Il souhaitait célébrer l'accord, juste tous les deux. Anne. J'ai consenti. L'aurais-tu emmené ici? Non. Il a mentionné qu'il avait une chambre à la yacht. Où allaient les autres? Eux aussi, ils allaient à la yacht. Ils avaient une chambre séparée. Fred est-il marié? Oui. Il a un fils de 2 ans. Elle s'est remise à pleurer. As-tu déjà eu une activité sexuelle avec lui? Si tu me mens et que je découvre la vérité, et je la découvrirai, je te quitterai. Pas de relations sexuelles. Quelques baisers, quelques câlins, pas de déshabillage. Et les 3 autres? Est-ce que c'est une chose qui arrive souvent pour eux? Je soupçonne Bill et Lydia de s'être secrètement rencontrés plusieurs fois. Paul voulait juste observer Bill et Lydia. Sont-ils tous les deux mariés à d'autres personnes? Oui. Paul est également marié, mais sa femme est malade. As-tu déjà été infidèle avant ça? Non. Et ce n'était pas trompé. Tu m'as arrêté. Il n'y a pas beaucoup de différence. Tu as brisé toute la confiance que j'avais en toi. Je pense que si j'avais vraiment couché avec lui, ce serait une différence significative par rapport à ce qui s'est passé aujourd'hui. Mais je comprends comment la confiance pourrait être compromise. Je ne sais pas quoi dire d'autre. Je ferai en sorte de ne plus jamais me retrouver dans une telle situation. Tu dis ça maintenant, mais quand sera-t-il lundi quand tu seras de retour au travail? Ils s'enquerront tous de notre conversation. Et Fred, il ne va pas lâcher l'affaire, enfant ou pas. J'ai vu à quel point il tient à toi. Alors, quel est ton plan? Peut-être devrais-tu quitter ce travail. Je ne peux pas démissionner comme ça. Nous avons besoin de cet argent. J'aime ce travail. Je suis excellent dans ce que je fais. Et je vais continuer à obtenir des promotions. Je comprends. Mais comment puis-je être sûr que tu resteras fidèle? J'ai besoin d'être rassuré. Laisse-moi y réfléchir. J'y ai pensé, en fait. Il fallait un levier, et je devais l'établir. Voilà ce qu'on va faire. Tu vas écrire une confession. Elle comprendra tout ce que tu m'as dit, jusqu'au moindre détail. Ensuite, tu la signeras et tu me la remettras. Dans quel but? Ah, je vois. Ce sera une menace contre tous. Précisément. Je vais en faire des copies pour chacun d'eux, et je vais ajouter une note. Je veux que tu jures que le contenu de la confession est exact sous peine de parjure. Et c'est exactement ce que nous avons fait. Elle a soigneusement noté chaque détail de ce qui s'était passé, même ses soupçons concernant les autres. Ensuite, nous sommes allés dîner dans un café voisin. Elle s'est beaucoup calmée après avoir partagé une bouteille de vin rouge. Nous sommes rentrés ensuite et avons monté les escaliers. Nous nous sommes rapidement déshabillés, et elle s'est agenouillée. Ça s'appelle « Je suis désolée », dit-elle, en me caressant tendrement. Plus tard, nous avons eu des relations sexuelles fortes et intenses qui ont duré longtemps. Finalement, épuisés, nous nous sommes endormis. Le matin, nous avons eu des relations sexuelles passionnées une fois de plus.
Ensuite, j'ai fait des copies de la confession. Je les ai placées dans 4 enveloppes marquées privées et confidentielles, en ajoutant une note. J'ai clairement indiqué que si j'apprenais d'autres inconduites sexuelles impliquant ma femme, sous quelque forme que ce soit, j'enverrais la confession à chacun de leurs conjoints. La seule exception serait pour la personne qui m'en informerait. Dans ce cas, son conjoint ne recevrait rien. J'imaginais que cela créerait des tensions au sein de l'équipe, mais cela soulagerait-il ma détresse? C'était samedi, et je suis allé à la salle de sport pour quelques rounds de sparring et une séance au sac de frappe pour évacuer le reste de ma colère. Enfin, peut-être qu'il n'en restait pas tant que ça. Les gars ont remarqué que j'avais du mal à trouver un partenaire de sparring, mais le sac de frappe s'est avéré efficace. Jane, l'une des rares femmes qui fréquentait cette salle, s'est approchée de moi pour s'enquérir de ma situation. Je gère quelques problèmes personnels. Je vais m'en sortir, ai-je répondu. Elle m'a souri chaleureusement. Même si son sport était très exigeant, elle dégageait du charme et avait une silhouette remarquable visible sous sa tenue de sport. Eh bien, si tu as besoin d'aide ou de quoi que ce soit, fais-le-moi savoir, a-t-elle suggéré. Je le ferai, ai-je répondu. Je l'ai regardée un moment de plus que d'habitude, et elle a soutenu mon regard. Finalement, nous avons tous les deux détourné le regard. Je pensais qu'elle était simplement curieuse, qu'elle m'observait pendant que je m'entraînais avec le sac de frappe. Néanmoins, j'ai gardé son offre à l'esprit, juste au cas où Johan ferait un faux pas. Heureusement, ce n'est pas arrivé. En rentrant chez moi, je suis allé dans une boutique branchée spécialisée dans les gadgets d'espionnage et j'ai acheté quelques articles. Maintenant, j'avais 2 enregistreurs vocaux. L'un était compact, ressemblait à un stylo, et fonctionnait réellement comme un stylo. Il avait la capacité d'enregistrer jusqu'à 12 heures d'audio, ne s'activant soi-disant qu'en réponse aux voix. Je l'ai glissé dans le sac de Johan en rentrant à la maison. Il y avait une légère chance qu'elle le remarque. Vu l'état actuel de son sac à main. J'avais la possibilité de télécharger des données depuis cet appareil à distance. Le 2e enregistreur vocal a été placé dans notre salon. Je l'ai caché sous le canapé près de l'entrée de la chambre. Je pouvais l'activer et le désactiver avec une télécommande. Je le laissais allumer quand j'étais absent et je l'éteignais généralement quand j'étais à la maison. Le samedi soir, nous avons regardé un film et dégusté de la glace après. C'était un rendez-vous agréable, et aucun de nous n'a évoqué nos inquiétudes. Le dimanche fut tout aussi relaxant. J'ai regardé un match de foot à la télé pendant que Johan se plongeait dans un roman à l'eau de rose. Oui, un roman à l'eau de rose. Ne me demandez pas de l'analyser. Nous avons dîné à la maison et nous nous sommes couchés tôt. Nous avons partagé un moment intime affectueux et agréable. Je me sentais nettement mieux, surtout en sachant que les 2 appareils d'enregistrement étaient bien en place. Le lundi matin, nous sommes allés au travail. J'ai remis à Johan les enveloppes pour qu'elle les distribue à son équipe. J'étais sûr qu'elle s'acquitterait de cette tâche car je croyais qu'elle tenait encore à moi, y voyant une stratégie pour nous maintenir ensemble tout en lui permettant de rester dans l'entreprise. De plus, j'avais mes gadgets d'enregistrement. Mon manque de confiance nécessitait leur utilisation. Je suis allé au travail à vélo. C'était une journée banale, et j'ai préparé du poulet frit pour le dîner. Johan est arrivé vers 18 h et je lui ai demandé, comment ton équipe a-t-elle réagi à mes enveloppes? J'ai réuni tout le monde dans la salle de conférence, celle qui n'est pas surveillée, a-t-elle répondu. Ils étaient tous mal à l'aise à propos de vendredi. Je leur ai dit que tu avais résolu le problème immédiatement. Je leur ai aussi dit que tu voulais que j'arrête, mais que je souhaitais continuer. Alors tu as élaboré ce plan. Elle a distribué les enveloppes. Ils sont devenus visiblement agités presque instantanément. C'était intriguant car il leur a fallu un certain temps pour vraiment comprendre tes intentions. Tout le monde sauf Paul. Lui, il a pigé tout de suite. Il a souri en examinant le document. On devrait engager ton mari, a-t-il remarqué. Ce document est le fruit d'un esprit rusé et brillant. Finalement, a-t-elle continué, ils sont tous arrivés à la même conclusion que lui. Je dois admettre qu'il y a eu de nombreux regards en coin dans ma direction. Mais ensuite, ils se sont tous dispersés et sont retournés à leur travail. Je doute que l'équipe survive encore longtemps. Au plus, peut-être un jour ou 2. Si j'étais le patron, je réaffecterais tout le monde. Plus tard, j'ai écouté l'enregistrement qui avait été téléchargé. La réunion s'est déroulée exactement comme elle l'avait décrite. Pourtant,
Tout ce qui s'est passé ensuite était tellement banal que c'est devenu totalement hors de propos. Voilà ce que valent les solutions innovantes. Bien que j'aie aidé Joanne, j'étais sur le point de craquer en ce qui concernait notre mariage. Je ne pouvais pas la surveiller sans cesse. Et je n'étais pas confiant dans sa fidélité inébranlable. Elle avait eu d'innombrables occasions d'être infidèle. Les femmes comme elles sont souvent la cible de séducteurs, que ce soit par une persuasion agressive, une coercition subtile ou une douce manipulation émotionnelle. La pression, quelle que soit sa forme, reste de la pression. Peut-être avait-elle retenu la leçon, peut-être pas. J'ai conclu que nous avions besoin d'une conversation plus approfondie. C'était environ 4 semaines après l'incident. Son équipe avait été dissoute, mais ils étaient tous restés dans le bureau de décès, sauf Lydia. Et Lydia était celle qui ne m'inquiétait absolument pas. Un soir, après avoir fini de travailler et avant de nous mettre à table pour dîner, je me suis installé à la table de la cuisine avec 2 verres de vin déjà remplis. « Joanne, il y a quelque chose dont nous devons parler », ai-je déclaré. Cette annonce l'a visiblement déstabilisée. Elle s'est rapidement assise et a fixé son regard sur moi. « Qu'est-ce qu'il y a ? » Je pensais que tout se passait bien. Très bien même. Pourtant, je n'arrive toujours pas à résoudre ce problème de confiance. Même après ton aveu. Tu comprends, il y a certaines lacunes dans l'histoire que tu as racontée. Je cherche une explication plus complète concernant ta décision de me trahir avec Fred. Eh bien, la vérité, c'est que je l'admirais. Il avait un attrait indéniable. Et je croyais qu'il n'y avait aucune chance que tu le découvres, c'était censé être un événement unique. J'ai réalisé cela depuis. Je t'aime vraiment et je veux rester à tes côtés. Exclusivement avec toi. Mais tu étais consciente des risques encourus. Tout le monde à ton travail semblait au courant de la situation. Si tu avais abordé cela de manière rationnelle, tu aurais probablement évité toute cette situation. Mais tu ne l'as pas fait. Franchement, j'ai l'impression que tu as ressenti une véritable passion pour Fred. Assez forte pour mettre en péril notre mariage, et assez forte pour qu'il mette en péril le sien. Ça me donne le sentiment d'être sous-estimé, comme si tu étais entièrement consumé par lui. Je ne peux pas contrôler les émotions que j'ai ressenties. Je t'ai promis l'honnêteté, et la voici. Quoi qu'il en soit, je n'aurai jamais la moindre idée de ce qui aurait pu se passer autrement. Était-il bien membré ? J'ai posé la question sans détour. Elle a baissé les yeux, visiblement embarrassée. J'ai insisté, comment le sais-tu ? Était-ce évident ? Nos interactions n'étaient pas fréquentes, mais pendant ces moments de danse, quand nous étions pressés l'un contre l'autre, une femme remarque certaines choses. Il l'était. Ou du moins, il en avait l'air. Mais ce n'était pas le facteur déterminant. Enfin, peut-être un peu, mais surtout, j'ai simplement ressenti une connexion avec lui. Et je l'appréciais. C'était une sorte de célébration, après avoir conclu l'accord. Nous avons beaucoup compté l'un sur l'autre pour y parvenir. Ça n'aurait pas réussi si notre entente n'avait pas été forte. Cette tâche exigeait un travail d'équipe acharné et intime. J'ai interagi bien plus avec lui qu'avec toi pendant un certain temps. Donc, d'une certaine manière, il a comblé le vide. Et tu savais qu'il était mieux nanti que moi. Je refuse de voir ça comme une simple erreur passagère. C'est peut-être ainsi que tu l'as perçu, si tant est que tu y aies réfléchi sérieusement. Non, il ne t'a jamais remplacé. Pas le moins du monde, renifla-t-elle de nouveau avant de se jeter en avant, frustrée. Calme-toi. Cette discussion était nécessaire. J'espère que tu méditeras sur tes paroles et feras en sorte que cela ne se reproduise jamais. Parce que si cela se reproduit, ce sera la fin entre nous. Il n'y aura pas de seconde chance. Toute cette histoire était liée à ta vie professionnelle. Le stress lié au projet a soudé tout le monde. De fil en aiguille, la même dynamique pourrait ressurgir lors de ta prochaine mission. J'espère juste que tu verras le danger venir et que tu interviendras avant que cela ne tourne à la catastrophe. Je vais prendre tout ça en considération. Ne t'en fais pas, elle me jeta alors un regard. Montons, suggéra-t-elle. On mangera plus tard. Nous sommes montés, et en effet, nous avons mangé bien plus tard, en réchauffant les restes. La semaine suivante, j'ai installé une application de suivi sur son téléphone. Dissimulée dans le code du système, elle me permettait d'accéder à ses messages et aux numéros qu'elle composait à intervalles réguliers. J'écoutais aussi parfois des enregistrements vocaux. Pendant 3 mois,
rien de notable n'est apparu. Puis, un soir après le dîner, j'ai entamé une nouvelle conversation. Je pense que nous devrions envisager de fonder une famille. Le moment semble propice. Tu ne trouves pas? Oh, Jerry, je ne suis pas sûr. Qu'en est-il de ma carrière? Es-tu vraiment prêt à avoir des enfants? Maintenant, c'est plus logique que plus tard, quand tes responsabilités ne feront qu'augmenter. Tu peux continuer à travailler pendant ta grossesse, et après, tu n'auras besoin que d'une brève pause. Je t'aiderai. Ma carrière n'est pas aussi exigeante que la tienne. Je me suis essayé au day trading, et ça s'avère assez lucratif. Nous sommes financièrement en mesure de commencer à chercher une maison. Qu'en dis-tu? D'accord. Si nous trouvons un endroit que nous aimons tous les deux, je m'engage. Nous avons trouvé une maison convenable de l'autre côté de la rivière, mais à proximité. Elle disposait de 3 chambres, d'une cuisine spacieuse, d'un patio, et elle était nichée dans un quartier réputé. Je l'ai achetée. J'ai payé comptant, et l'acte de propriété a été enregistré uniquement à mon nom. Johan a manifesté son mécontentement, mais j'ai insisté. J'ai gagné cet argent, et c'est mon cadeau pour toi et notre future famille. De toute façon, en cas de divorce, cette maison serait traitée de la même manière que si nous la possédions ensemble. Elle a fini par accepter. Nous nous sommes installés, et elle a arrêté sa contraception. 3 mois plus tard, elle est tombée enceinte. Nous avons accueilli un fils, Jacob, dans notre famille. Johan a repris son travail au bout de 2 mois. Pendant la journée, une femme bienveillante nous a aidés jusqu'à ce que je parvienne à réorganiser mon rôle à la banque en un travail de contractuel principalement à la pige. De chez moi, j'ai commencé à négocier des accords avec d'autres banques, à examiner des contrats et à gérer diverses tâches dont personne d'autre ne voulait s'occuper. J'ai également continué à faire du day trading et je suis devenu de plus en plus compétent dans ce domaine. Lorsque Jacob a atteint l'âge de 3 ans, Johan est tombée enceinte à nouveau et a continué à travailler avec acharnement jusqu'à son accouchement. Comme prévu, c'était des jumeaux, une fille et un garçon. Nous savions déjà à l'avance qu'il y aurait un enfant de chaque sexe, Jennifer et Todd. Cette fois, ma mère est venue nous aider avec les enfants. Elle et mon père avaient déménagé à Arlington. Johan a repris le travail à peine 3 semaines après avoir accouché. Jacob était fasciné par ses jeunes frères et sœurs, tout comme moi. J'adorais être père. J'ai quitté la banque et j'ai commencé à travailler comme consultant indépendant spécialisé dans les fusions bancaires. La plupart de mon travail était effectué à domicile, à l'aide de mon ordinateur et de mon téléphone. Progressivement, ma mère a commencé à consacrer moins de temps aux enfants, expliquant qu'elle devait se concentrer davantage sur mon père. Ils étaient tous les deux à la retraite et avaient entrepris de nombreux voyages. Johan a été promu associé dans son cabinet lorsque Paul a pris sa retraite. Les enfants ont maintenant 10 et 7 ans. Nous avons tous les deux 36 ans et avons l'air présentables. Ou du moins, à peu près. Johan n'a jamais été particulièrement proche de ses parents. Ils vivaient loin. Nous leur rendions visite pendant les fêtes de fin d'année, peut-être pendant une semaine en été pendant les vacances. Lorsque son père est tombé malade, elle lui a rendu visite. Cependant, son état s'est détérioré, et il est décédé peu de temps après. Johan a 2 sœurs qui vivent près de leur mère. Ainsi, après les funérailles, Johan est retourné au travail. Presque instantanément, j'ai commencé à m'inquiéter de la quantité de travail de Johan. J'ai recommencé à me demander si elle ne s'éloignait pas de moi ou si elle ne développait pas de sentiments pour quelqu'un d'autre. Notre vie intime était satisfaisante, compte tenu de la présence des enfants. Mais maintenant qu'ils étaient plus grands, nous avions plus de temps seuls. Pourtant, la ferveur de notre intimité n'avait pas redoublé. Johan n'était pas la mère la plus présente. Elle aimait indéniablement les enfants. Elle a joué à des jeux avec eux, s'est bagarrée sur le tapis avec les jumeaux et s'est assurée qu'ils fassent leurs devoirs quand elle était à la maison. Eux aussi, ils l'adoraient. Mais les responsabilités parentales quotidiennes me revenaient principalement. C'est moi qui les emmenais et allais les chercher à l'école. J'assistais à leurs matchs de soccer et je les entraînais. Mon travail prenait de moins en moins de mon temps. Néanmoins, je consacrais plusieurs heures par semaine à la salle de sport. Je faisais du sparring et tapais sur les sacs de frappe. Il m'arrivait parfois de rentrer à la maison avec des bleus ou des coupures. C'était devenu une habitude. Johan a organisé une fête pour célébrer sa promotion au titre d'associé. Un dîner et une soirée dansante ont eu lieu à l'hôtel Hyatt. Le cabinet était de taille importante,
et plus d'une centaine de personnes étaient présentes. L'événement n'était pas uniquement pour elle. 2 de ses collègues avaient également été nommés associés. Fred avait obtenu le titre d'associé un an auparavant. Nous avions même dîné chez lui. Il avait amené sa femme, qui était exceptionnellement attirante. Ils avaient maintenant aussi 3 enfants. Nous avons passé une excellente soirée. Lors de la célébration, Fred et moi avons engagé une conversation courtoise. Quand je lui ai serré la main. Après tout ce temps, il n'y avait aucune manifestation de rivalité entre nous. Fred et sa femme étaient également présents à la soirée des associés quand la danse a commencé. J'ai dansé avec Johan pendant un moment, puis nous nous sommes rassis. Un homme plus jeune s'est approché et a demandé à Johan de danser. Johan m'a présenté, Jerry, voici William Pullan. Il travaille dans notre cabinet. Elle lui a permis de l'escorter par la main, et ils sont descendus sur la piste de danse. Pendant qu'ils dansaient, Fred s'est assis à côté de moi. À ce moment-là, nous étions les seuls occupants à la table. Si j'étais vous, Jerry, je surveillerais de près ce monsieur Pullan, a fait remarquer Fred à voix basse. Juste une petite remarque. Je me souviens de notre ancienne histoire. Et je ne voudrais pas qu'on me reproche de ne pas vous avoir prévenu. Même après tout ce temps. J'ai observé leurs mouvements. Sont-ils proches professionnellement? Proches. Ils collaborent quotidiennement. Je suis sûr qu'elle vous a parlé de lui. Non, pas que je me souvienne. Fred a répondu, je me souviens de ce que je ressentais quand elle et moi étions proches. La situation pourrait ressembler à celle-ci. C'est tout ce que je vais dire. Je ne crois pas que quelque chose d'important se soit passé jusqu'à présent. Merci de l'alerte. Je ne ferai rien pour nuire à votre relation ou à votre famille. Sauf, vous vous souvenez ce qui s'est passé une fois. Ça ne se reproduira pas. Fred s'est levé et est parti. Pullan et Johan sont restés sur la piste de danse pour un autre morceau. C'était un slow. J'ai observé attentivement. Pullan mesurait plus de 6 pieds, avec un physique de nageur. Il bougeait avec grâce. Il avait les cheveux blonds sable et les yeux bleus. Tous les deux ne semblaient se livrer à rien d'inconvenant. Ils ressemblaient simplement à un couple qui danse. Peut-être que c'est aussi l'impression que Johan et moi donnions. Je me suis senti légèrement mal à l'aise et j'ai envisagé de l'interroger à ce sujet. Et s'il continuait à danser, j'avais pensé intervenir. Cependant, après le slow, il a raccompagné Johan à notre table. Elle lui a demandé de s'asseoir, et il l'a fait. Johan a déclaré, Jerry, William et moi collaborons sur l'affaire Monroe depuis un certain temps. Je pensais que je devrais vous présenter aussi. Salut, dit-il. Salut. Depuis combien de temps êtes-vous dans le cabinet? Environ 1 an. J'ai déménagé de New York pour travailler avec le Congrès, mais l'affaire Monroe a occupé la majeure partie de mon temps. Est-ce que ça se termine bientôt ou? Johan a dit, nous espérons que la fin approche, mais rien n'est certain. C'est une question réglementaire. Nous la présenterons à la FCC le mois prochain. Oh, ai-je dit. J'ai senti l'envie de bâiller, mais je me suis retenu. Où habitez-vous, William? J'ai un appartement dans le nord-est de Shaw. Je prévoyais de passer plus de temps sur Capitol Hill. Peut-être que ça arrivera plus tard. Je peux toujours aller travailler à vélo, cependant. J'avais l'habitude de le faire, mais maintenant je travaille surtout depuis la maison, a déclaré Johan. Jerry gère sa propre entreprise de conseil pour les banques. Il peut travailler depuis chez nous et s'assurer que tout va bien avec les enfants. Ça fonctionne bien pour nous. Ouais, ça a l'air parfait. Pullan a souri. Je n'ai pas aimé son sourire, mais j'ai gardé une expression neutre. Bon, a-t-il dit. Je devrais y aller. Je dois rentrer un peu plus tôt. Quelqu'un vous attend? Ouais. Il est parti avec un bref signe de la main. J'ai observé Johan pendant qu'elle le regardait. Puis elle s'est retournée et m'a remarqué en train de la regarder attentivement. C'est un homme bien, Jerry. Elle m'a semblé un peu sur la défensive. Je ferai confiance à votre jugement, cependant. Je n'ai rien entendu à son sujet. Pourquoi ça? Je ne sais pas. Je pensais vous en avoir parlé. Nous collaborons depuis quelque temps. J'imagine que nous n'avons pas beaucoup parlé de mon travail ces derniers temps. Ouais, je pense que c'est juste. Dansons encore un peu avant de partir. Le reste de la soirée s'est bien déroulé.
Nous avons dansé et nous nous sommes amusés. Quand nous sommes rentrés à la maison, nous avons passé un agréable moment au lit, mieux que ce n'était le cas depuis un certain temps. J'ai songé à faire un jeu de rôle, en faisant semblant d'être Pulant, mais j'y ai renoncé. Le lendemain, samedi, j'ai récupéré mon enregistreur vocal et je l'ai glissé dans le sac à main de Joanne. Je n'arrivais pas à me sentir tout à fait à l'aise avec elle. Je ne voulais pas qu'elle s'égare, surtout avec les enfants et tout le reste. L'enregistreur et l'application de suivi téléphonique, nouvellement installée sur son nouveau téléphone, étaient censés me tranquilliser. Mais les événements ne se sont pas déroulés ainsi. Quand Joanne est rentrée du travail ce lundi-là, j'ai pris le temps de m'asseoir avec mon ordinateur portable et de télécharger l'enregistrement. Plus tard, lorsqu'elle s'est couchée tôt, je l'ai écouté au casque. Je n'ai pas aimé ce que j'ai entendu. Tôt le matin, il y avait eu une conversation entre Joanne et Pulant. « Bonjour, Will. » Entrez. Le bruit d'une chaise qui racle le tapis. « J'ai beaucoup apprécié notre danse de vendredi soir dernier. » Merci. J'espère que Jerry n'était pas contrarié. Je dois admettre que j'ai été surprise quand vous m'avez invité à danser avec vous juste là. Je vous ai prévenu. Enfin, j'ai remarqué Fred en train de parler à Jerry pendant que nous dansions. Et alors? Qu'est-ce que ça vient faire ici? Il n'avait pas l'air hostile du tout. Et nous n'avons rien fait d'inapproprié. Rien de même légèrement répréhensible. Il y a longtemps, Fred et moi étions proches. Lui et Jerry ont failli en venir aux mains juste là, dans la rue. Pourtant, il ne s'est rien passé. Eh bien, c'était peut-être censé arriver, mais ça ne s'est pas fait. Et jusqu'à présent, il n'a rien mentionné qui se soit passé entre nous. Jerry sera sans aucun doute sur le qui-vive. Je vous le dis, quoi que nous désirions, je ne mettrai pas ma famille en danger. Il me quitterait. Et il pourrait même vous tabasser. Il a failli le faire à Fred. Il ne peut pas nous dominer ni l'un ni l'autre. Et pourquoi il vous quitterait? C'est vous qui faites rentrer l'argent à la maison. Ah. D'une manière ou d'une autre, il gagne une fortune en bourse. Je ne connais même pas le montant exact, mais il a payé notre maison en totalité il y a environ 12 ans. Et de toute façon, ne pensez même pas à chercher la bagarre avec lui. Considérez ceci comme un avertissement. Pourquoi aurait-il besoin de comprendre quoi que ce soit? Nous pourrions être prudents. Je sais que vous le voulez. Pas question, mon ami. Peu importe ce que je pourrais vouloir. Il est temps d'aller travailler. J'étais considérablement contrarié par ce que j'avais entendu. Je voyais bien que si on leur en donnait la moindre occasion, ils se comporteraient comme s'il n'y avait pas de lendemain. Je voyais la même dynamique se développer qu'avec Fred. Tout comme Fred m'avait mis en garde, je devais me demander si je voulais même intervenir en faveur de Joanne cette fois-ci ou non. Je ressentais une inévitabilité croissante autour du divorce, déclenchée par l'infidélité de Joanne. Tôt ou tard, elle tromperait probablement à nouveau, probablement avec quelqu'un du cabinet, et probablement quelqu'un de financièrement aisé. J'ai réfléchi à ce qu'impliquerait un divorce. J'ai songé aux enfants. Je pensais obtenir la garde, et elle les verrait selon un horaire établi. Les finances n'étaient pas un problème. J'avais amplement de fonds, et elle occupait un poste lucratif. J'avais également transféré une somme importante sur des comptes offshore. Son cabinet d'avocats pourrait découvrir quelque chose, mais pas tout. Quoi qu'il en soit, même si elle devenait riche après le divorce, je serais toujours prospère et je conserverais mon talent pour le trading. Globalement, je n'avais pas particulièrement peur du divorce, si cela devait arriver. J'étais conscient que je devais faire tout ce qui était en mon pouvoir pour protéger les enfants de tout préjudice indu. Je ne pensais pas que Joanne souhaiterait vraiment être le parent gardien. Cela m'a amené à réfléchir à ce à quoi pourrait ressembler sa vie après le divorce. Elle n'avait pas vraiment d'amis, pas même des amis proches. De temps en temps, elle rencontrait des femmes du travail. Cependant, elle était entièrement absorbée par son travail. J'avais des connaissances à la salle de sport, hommes et femmes. J'étais aimable avec les autres parents et je partageais de temps en temps une bière avec d'autres entraîneurs. J'assistais même à des matchs avec 2 d'entre eux. Et nous avons fait pas mal connaissance. Mais Joanne n'était pas aussi sociable. Elle ne passait pas assez de temps à la maison pour développer ce genre de lien. Alors que je connaissais certains des gars de notre quartier et leurs femmes, Joanne ne connaissait vraiment personne. Je soupçonnais qu'elle aurait beaucoup d'occasions d'intimité physique si nous divorcions.
Mais je ne pensais pas qu'elle établirait beaucoup de liens profonds avec qui que ce soit. Pas de la même manière que nous, même maintenant. Et c'est ce qui m'a poussé à intervenir et à essayer de stopper ce qui se tramait entre elle et Pulan. Je la chérissais, et je la chérissais depuis longtemps. Je ne pouvais pas supporter l'idée qu'elle soit vraiment isolée dans le monde. Je me suis arrangé avec mes parents, qui étaient dans le coin, pour qu'ils prennent les enfants du vendredi au dimanche après-midi. Entre-temps, j'avais passé beaucoup de temps à examiner les enregistrements et à examiner les messages et les journaux d'appel. Je voulais m'assurer de la progression des choses. Il y a eu une discussion entre les deux. De toute évidence, l'affaire approchait de sa résolution. Johan a dit, « Will, je pense que nous pouvons régler ça dans environ 2 semaines. Nous devrons peut-être aller à New York pour tout finaliser. Nous pourrions peut-être y aller en milieu de semaine et passer la nuit là-bas. Vous êtes un très mauvais homme, Will. Je ne pense pas que Jerry approuverait que nous passions la nuit ensemble. Dis-lui simplement que c'est nécessaire et qu'il doit te faire confiance, c'est tout. Il n'est pas stupide. Il trouverait un moyen de vérifier ce qu'on fait. Il ne me fait pas confiance. Ne lui dis rien avant après-demain soir. Comme ça, il n'aura pas le temps de s'en mêler. Bien sûr, il en avait la possibilité. Il pourrait simplement choisir de me rejoindre. Suggérer de m'emmener voir un spectacle ou quelque chose de similaire. Et je serais sans doute obligé de m'y plier. Écoute, Johan, une fois cette affaire terminée, je souhaite célébrer ça en tête-à-tête avec toi. Rien que nous deux. C'est ce que tu veux aussi, n'est-ce pas? Oui. Je vais trouver une idée. On pourrait peut-être prendre une chambre en ville. Ou alors, tu pourrais passer chez moi en journée. Je crois que c'est faisable. Johan suggéra, prends un taxi. Zappe le déjeuner et reste jusqu'au dîner. Ça pourrait même marcher plusieurs fois si tout se passe bien. Elle gloussa. Marché conclu. Chamboule-le un peu. Il y eut quelques bruissements. Arrête. La respiration de Johan se fit plus lourde. Je m'en vais. À demain. La porte s'ouvrit et se referma. Le soir, après que les enfants furent montés se coucher, j'ai convoqué Johan à la table de la cuisine pour discuter. Elle avait l'air agitée. Je crois que toi et ton collègue Pulan vous êtes beaucoup trop rapprochés. Je n'ai plus confiance en toi. Moi. Eh bien, j'ai pensé laisser les choses se faire cette fois et te laisser assumer les conséquences de tes actes. Mais j'ai pensé que je te devais plus que ça. Et j'ai pensé à nos enfants. Quand Johan a entendu ça, elle a été submergée par un mélange d'émotions, de tristesse et d'indignation. Ses traits étaient sur le point de s'adoucir. Mais elle s'est reprise et s'est redressée. Je ne nierai pas que j'ai des sentiments pour William. Je souhaite vraiment les concrétiser. Tu veux dire que tu comptais laisser faire? J'étais préparé. Dans ce cas, il faudrait qu'on se sépare. Ce serait la fin. Mais je pensais qu'on pourrait discuter de ça avant que ça ne dégénère. Je t'aime et je fais tout ce que je peux pour éviter ça avant que tu n'ailles trop loin. Eh bien, elle ricana. Merci beaucoup. Johan. Honnêtement, tout dépend de toi. Soit tu te ressaisis, soit tu décides de refaire ta vie. J'espère juste qu'avant de prendre cette décision, tu réfléchiras à ce que cette nouvelle vie pourrait impliquer. Une aventure éphémère avec un homme plus jeune et après? Tu serais vraiment prête à abandonner notre mariage pour une passade de ce genre? Absolument. Il n'y a pas de question à se poser. Je ne veux pas divorcer. Ce que je veux vraiment? Eh bien, je crois que j'ai juste besoin d'un bol d'air frais. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu veux avoir la liberté d'être infidèle tout en restant marié? Tu peux toujours rêver. Pourquoi je n'aurais pas le droit de découvrir quelqu'un d'autre? Toi, tu peux te permettre tout ce que tu veux. Je lance la procédure lundi. Commence à prendre tes dispositions pour déménager le plus vite possible. Ce soir. Tu peux prendre le canapé du salon. Jerry, arrête. Je plaisantais. Je ne mettrai pas notre mariage en péril pour une chose aussi futile. Tu ne plaisantais pas. On sait tous les deux que je ne peux plus croire aucune de tes promesses. Je ne veux pas avoir le stress de te surveiller constamment. De toute façon, tu trouverais facilement le temps de le voir en journée. C'est fini entre nous. Johan demanda, et les enfants? Tu pourras continuer à passer autant de temps avec eux qu'avant. Peut-être même plus, vu que tu es rarement disponible.
D'accord, si c'est vraiment ce que tu veux. Mais si tu pouvais juste m'accorder un peu de clémence cette fois. Je n'oserais pas en redemander avant la prochaine grosse affaire et la prochaine augmentation de salaire conséquente. C'est tout. Sors. Joanne se leva et fit une valise. Elle sortit et réserva une chambre de motel pour la nuit. Le lendemain matin, elle s'habilla et se rendit au travail. Will entra dans son bureau juste après 9 heures. On peut faire ça cet après-midi. Je n'ai rien de pressant, toi non plus. D'accord. Déjeunons chez toi. Midi? Parfait. Jerry m'a mise à la porte hier soir. J'ai passé la nuit dans un hôtel. Je l'ai questionné. Enfin, tu vois. Pour avoir la permission d'avoir une aventure. Juste une fois. Il s'est figé et m'a foutu dehors. Je lui ai dit que je plaisantais. Il a refusé de me croire. Honnêtement, je ne suis pas sûr que je me serais cru moi-même non plus. C'est quoi ton plan? Demander le divorce. Will avait l'air inquiet. Je vais essayer d'éviter ça. Je ne suis pas sûr qu'il le pense vraiment. S'il divorce et m'accuse d'adultère, on pourrait tous les deux avoir des problèmes. On devrait peut-être calmer le jeu, je ne veux pas ça. Je veux mon aventure rapide avec toi aujourd'hui. Comment pourrait-il jamais découvrir la vérité? Le désir de Will pour Joanne l'envahissait, obscurcissant sa capacité à réfléchir clairement. Très bien. Ils se retrouvèrent devant l'entrée du bureau à midi pile. De là, ils hélèrent un taxi et se dirigèrent vers chez lui. Will ouvrit la porte et Joanne se tourna pour l'embrasser passionnément. Elle avait été consumée par l'excitation toute la journée. Elle sentait sa présence à travers le tissu de sa jupe. Ils s'abandonnèrent à un baiser ardent. Joanne recula ensuite et commença à se déshabiller avec une lenteur délibérée, les yeux fixés intensément sur ceux de Will. Il n'y avait aucune hésitation dans ses gestes, seulement une détermination. Will resta silencieux, abasourdi, tandis qu'elle se débarrassait des barrières qui les séparaient. Se rapprochant, elle défit habilement sa ceinture et l'aida à retirer ses vêtements. Leurs corps se rapprochèrent, leur respiration s'accéléra, et une tension croissante envahit la pièce. Elle l'embrassa à nouveau, et pendant un instant, ils restèrent simplement enlacés, naviguant sur la ligne de crête fragile entre désir ardent et conséquence. Will la souleva doucement, la porta jusqu'au lit et la déposa. Elle l'étreignit complètement, sans prononcer un seul mot. Leur connexion était intense, alimentée par des mois de tension non dite et une attraction irrésistible. Il s'arrêta brièvement, cherchant dans ses yeux une forme d'assurance ou peut-être de consentement. Elle hocha légèrement la tête, la respiration coupée. Ce qui suivit était inévitable, intense, débridé et totalement bouleversant. Tous deux succombèrent entièrement à l'instant. Ils finirent par s'effondrer côte à côte. En valait-il la chandelle? Joanne? Absolument. Elle lui sourit, et le reste de la journée se passa soit dans son lit, soit à proximité. Ils ne prirent même pas la peine de s'arrêter pour déjeuner. Vers 18 heures, Will l'informa qu'il devait partir, et Joanne commença à se rhabiller. Elle envisagea de rentrer chez elle. Jerry ne pouvait absolument pas être au courant de ce qu'elle avait fait. Peut-être avait-il changé d'avis. Elle se rafraîchit soigneusement avant de sortir, puis héla un taxi de l'autre côté du fleuve. À son arrivée, personne n'était à la maison. Joanne supposa que les enfants étaient probablement pris dans une activité parascolaire quelconque. Elle s'installa dans la cuisine et se fit un sandwich. Puis elle prit une bière. Ensuite, elle jeta un coup d'œil à la maison où elle vivait depuis si longtemps. La pensée de la quitter la rendait triste. Elle décida d'affronter Jerry avec audace. Il ne pouvait absolument pas savoir ce qu'elle avait fait, se dit-elle. Elle pouvait lui assurer de sa fidélité future. Elle pouvait lui rappeler qu'elle avait été loyale depuis son écart avec Fred, qui, en vérité, n'avait pas été une erreur du tout, mais plutôt un choix délibéré. Quoi qu'il en soit, c'était de l'histoire ancienne. Jerry et les enfants rentrèrent à la maison vers 19h30, revenant de l'entraînement de basket-ball des jeunes. Tous les enfants partagèrent avec enthousiasme leurs expériences avec elle. Jerry, cependant, observait tranquillement en retrait. Après le dîner, Jerry ordonna aux enfants de monter se préparer pour le lit. « Pourquoi étais-tu injoignable cet après-midi quand j'ai essayé de te joindre? J'avais une réunion avec un client. Tu sais, nous avons une application sur nos téléphones qui nous permet de suivre les déplacements de l'autre.
Je l'ai utilisé quand je n'arrivais pas à te trouver. Tu étais chez Will pendant des heures. Inutile de faire semblant du contraire. Alors, c'était quoi ce genre de réunion, exactement? Comment as-tu pu me surveiller comme ça? Comment aurais-je pu ne pas le faire? Tu as passé toute la journée à avoir des relations sexuelles avec cet homme, et maintenant tu reviens ici en disant que tu retires ta demande de prendre de la distance. C'est absurde. C'est fini entre nous. Il le dit d'un ton tranchant, bien que sa voix soit restée calme. Jerry se leva et monta coucher les enfants. Ils étaient tous épuisés après une longue journée. Quand il redescendit, Joanne était toujours assise à la table. Je suis désolé pour ce que j'ai fait. Je te promets que ça ne se reproduira plus. Honnêtement, je ne sais même pas pourquoi j'ai fait ça. S'il te plaît, pars, Joanne. Mais attends. Réponds-moi à ça. Cet après-midi d'intimité valait-il la peine de perdre ton mariage et ta famille? Parce que je crois que tu as pensé que oui. Et c'est précisément pour ça que tu es allé jusqu'au bout. Oui, c'était agréable. J'ai aimé ça. Le ton de Joanne était empreint d'un soupçon de défi. Jerry ne se laissa pas influencer. Je déposerai les papiers dès que possible. Ne reviens pas ici. Je prendrai des dispositions pour que des déménageurs livrent tes affaires où tu le souhaites. Peut-être chez Will? Oui. Joanne est partie. Le divorce s'avéra mutuellement simple. Joanne insista pour conserver un droit de visite libre, mais financièrement, elle était assurée et ne fit aucune demande. Jerry, de son côté, ne demanda aucune forme de pension alimentaire. Les enfants s'adaptèrent relativement bien à leur nouvelle situation. Joanne venait les chercher tous les 2 dimanches pour la journée entière. Finalement, il la voyait presque aussi souvent qu'avant. Joanne et Will continuèrent leur relation pendant environ 1 mois. Par la suite, elle commença à se sentir mal à l'aise. Il avait commencé à fréquenter une femme plus jeune. Bien que Joanne ne protestât pas, elle était déconcertée par le risque potentiel de contracter une MST, d'autant plus que Will était peu enclin à utiliser une protection. Ils mirent fin à leur relation. Joanne ne fut pas particulièrement bouleversée par cette décision. Après la phase initiale, l'intimité était devenue banale. Elle la trouvait beaucoup plus gratifiante avec Jerry, qui avait toujours été plus inventif. Jerry était satisfait du résultat, sauf pour un détail. Will. Jerry ne pouvait pas supporter de le laisser partir sans lui infliger au moins un certain inconfort. Il utilisa une partie de son temps libre de la mi-journée pour enquêter sur le passé de Will. Il le surveillait aussi occasionnellement. Au début, il l'avait vu avec Joanne, puis avec une autre blonde séduisante. Il en déduisit que Joanne et Will n'étaient plus ensemble. Jerry engagea une société pour mener des enquêtes et une surveillance plus approfondie sur Will. Il demanda également à un expert juridique d'examiner de près les documents que Will avait signés avec le cabinet d'avocats. Jerry découvrit que Will avait été boxeur amateur, qu'il avait chanté dans une chorale d'église et qu'il entretenait des relations avec plusieurs femmes, dont aucune ne semblait être au courant de l'existence des autres. Il constata également que le cabinet d'avocats avait facturé à Will des heures largement supérieures à ce qu'il avait réellement travaillé. Un ami de Jerry avait infiltré les fichiers internes du cabinet. Jerry ne considérait pas tout cela comme une simple blague visant Will. Il a mordu à l'hameçon. Un jour, alors que Jerry faisait son jogging, Will surgit derrière lui et le poussa violemment. Ils étaient dans le parc adjacent à la résidence de Jerry au moment de la bousculade. Il n'y avait personne aux alentours. Il était un peu après 11 heures un samedi. Les enfants étaient avec Joanne. Jerry comprit qu'il pouvait exploiter l'hubris de Will. « Jerry, je sais que tu m'espionnes et que tu me fais suivre. Arrête ça. C'est fini entre Joanne et moi. Je n'ai pas besoin de tes manigances. Va te faire voir, mec. Je me comporterai comme bon me semble. » Jerry grogna, riant de Will. « Qu'est-ce qui t'amuse? J'ai eu ta femme. C'est amusant? Pas vraiment. Bon débarras. On dirait que tu ne l'as pas gardée longtemps. A-t-elle trouvé une performance supérieure? Ah. Tu n'es que de la gueule, vieil homme. Jerry remarqua que Will s'énervait de plus en plus. Plusieurs personnes entrèrent dans le parc, mais Will ne réalisa pas qu'il était agité, comme s'il n'était pas venu simplement pour converser. Jerry décida d'envenimer les choses. Vieux ou pas, je peux te démolir avec pratiquement n'importe quoi, alors recule.
Jerry l'articula, tout en commençant à s'éloigner de Will. Will s'avança vers lui, enhardi par ce qui semblait être une retraite de Jerry. Puis il poussa violemment Jerry. Jerry encaissa intentionnellement le coup et tomba à la renverse. Will s'approcha et, sans dire un mot, donna un coup de pied à Jerry à l'abdomen. Jerry absorba l'impact, l'ayant anticipé. Bien qu'il ait un bleu le lendemain, il le sentit à peine. Les personnes qui étaient entrées dans le parc plus tôt se précipitèrent vers Will, lui criant d'arrêter. Jerry se releva d'un bond pendant que Will était momentanément distrait. Il poussa Will. « Tu es un lâche. » Jerry le railla, s'en prenant à une personne plus âgée et plus petite. « Tu devrais avoir honte de toi. » Will était provoqué. Il était conscient que Jerry se moquait de lui. Il se lança dans une attaque totale. Les badauds qui se trouvaient à proximité, 2 hommes et une femme, hésitaient trop à intervenir. Jerry laissa Will s'approcher, puis pivota et lui donna un coup de poing à l'abdomen. Un gros F aigu. Suivi par Will adoptant une posture de boxeur et assénant un coup de poing par-dessus la tête précis à Jerry. Jerry ne put s'empêcher d'apprécier la technique. Il avait frappé Will avec force et savait que cela lui avait causé de la douleur. Jerry esquiva la main droite de Will et le frappa à nouveau à l'estomac. Il lui administra ensuite un crochet du gauche au rein et le poussa vers les balançoires, lui assénant quelques coups de corps décisifs supplémentaires. Jerry recula tandis que Will s'effondrait à genoux, agrippant son torse. Jerry se tourna et s'éloigna. L'altercation entière dura moins de 2 minutes. Les dommages les plus importants causés à Will se produisirent en 20 secondes environ. Les passants s'approchèrent et l'aidèrent à se relever. Jerry traversa la rue et commença à s'éloigner en courant. En partant, il remarqua une voiture de police qui arrivait au parc, feu clignotant mais sans sirène. Jerry n'entendit plus jamais parler de la police ou de Will au sujet de la bagarre. Il supposa que les spectateurs avaient informé les autorités que Will avait entamé la confrontation et avait ensuite perdu. Ou peut-être que Will choisit de ne pas porter plainte. Jerry décida qu'une seule bagarre avec Will suffisait. Il comprit qu'il l'avait pris par surprise, et si jamais il se battait à nouveau, Will pourrait sortir vainqueur. Les 2 hommes ne se croisèrent plus jamais. Pendant ce temps, Joanne réfléchissait à toute cette affaire, essayant de comprendre comment elle avait perdu le contrôle sur quelqu'un comme Will. Elle avait sacrifié un mariage solide et une vie de famille stable pour une brève liaison avec lui. Avec le recul, tout semblait absurdement imprudent. Joanne réalisa que ce n'était pas vraiment Will qu'elle désirait si intensément qu'elle abandonna sa famille. C'était sa carrière, son travail. C'était ce qui la passionnait le plus. C'est pourquoi elle avait failli coucher avec Fred. C'est aussi pourquoi elle avait couché avec Will. Son amour pour son travail était si profond qu'elle voulait avoir des relations intimes avec ses collègues. Particulièrement ceux avec qui elle travaillait étroitement. Le sexe représentait la forme ultime de connexion. Elle se reprocha de ne pas l'avoir reconnu plus tôt. Elle en conclut que c'était une faille dans son comportement. À l'avenir, elle devrait faire preuve de plus de prudence. Même si c'était peut-être un peu comme fermer la porte de l'étable après que les béhuves se soient échappés. Ce qu'elle ne comprenait pas tout à fait, c'était que cette liaison avait été sa manière de prendre ses distances avec sa famille. Elle lui accordait la permission de travailler sans relâche, sans remords. Sans la culpabilité de ne pas correspondre au moule de la mère traditionnelle. Désormais, la famille était clairement divisée en 2. Son rôle se limitait à un dimanche sur 2. Jerry, quant à lui, avançait comme sur des roulettes. Il commença à fréquenter quelqu'un environ 1 an après la séparation. Et rencontra une femme pleine de compassion. Une mère célibataire de jumeaux de 8 ans. Elle s'appelait Naomi. Ils eurent quelques agréables dîners en tête-à-tête. Puis, il l'invita, elle et ses enfants, à passer un samedi chez lui. Ils se sont tous très bien entendus. Jerry était ravi car il tenait sincèrement à Naomi. Il lui proposa de se joindre à lui pour un week-end dans un centre de villégiature. Il lui dit clairement que ce voyage avait pour but d'être intime. Ils s'arrangèrent pour faire garder les enfants, partirent le vendredi et passèrent un moment extraordinaire. Naomi était une femme sensuelle. Et Jerry, un homme par ailleurs ordinaire, possédait une aptitude sexuelle qu'elle n'avait jamais rencontrée auparavant. Environ 6 mois plus tard, il la demanda en mariage. Elle accepta et leurs familles s'unirent. Jerry dut acheter une nouvelle maison. Une maison avec plus de chambres, située plus loin de la ville. L'ancienne maison lui manquait, elle était maintenant louée.
Cependant, la nouvelle résidence disposait d'une piscine et d'une table de billard. Et au sous-sol, un sac de frappe exclusivement réservé à Jerry. Jerry était satisfait de la tournure des événements. Il ne nourrissait aucun regret d'avoir quitté Joanne. Malgré leur long mariage, elle avait été une bourreau de travail déloyale. Il était certain que Naomi ne le trahirait pas. Elle était institutrice, pas une avocate stressée. Il n'éprouvait pas le besoin de scruter ses actions comme il l'avait fait avec Joanne. C'était beaucoup plus relaxant et cela permettait à leur amour de s'épanouir. Et il s'épanouit. Jerry et Naomi considéraient tous deux la famille comme le cœur de leur vie. Leur famille recomposée les occupait et leur procurait une véritable satisfaction.